d'ouvrir la map de sa formation. Et Kaka aussi. Bonsoir et bienvenue dans votre émission C'est le foot. Eh bien, nos invités, Julio Corombo, qui est le directeur du PSG Academy en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de lui, du reste, eh bien, il y a Ludovic Testier. Alors, Ludovic Testier, il est responsable sportif du PSG Academy. Bonsoir. Bonsoir. Et évidemment, l'académie qui est en place, Julio, si mes souvenirs sont exacts, depuis quasiment un an. N'est-ce oui, pas? c'est bien ça, c'est un an. On avait ouvert en septembre de l'année dernière. D'accord. Et puis on aura l'occasion évidemment de faire le bilan et de parler des perspectives aussi, l'avenir de cette académie. C'est ça, c'est le but, ce sera avec plaisir. Voilà. Eh bien, Steve, bonsoir. Eh bien, bonsoir, ça fait plaisir de revenir sur les plateaux. Pour l'instant, on était beaucoup plus sur les terrains. Ouais. Il y avait pas mal de rencontres, on aura de quoi parler. C'est avec plaisir qu'on reçoit Julio et Ludovic Testier donc, pour cette émission. Mais justement, on va revenir sur quoi? On va revenir sur la finale de la Coupe Région Guadeloupe, disputée le week-end dernier. Un nouveau sacre pour le CSM qui remporte sa 10e couronne. C'est la seule équipe à s'imposer autant de fois dans la compétition. Retour en image concernant cette rencontre, d'ailleurs, comme vous voyez, chers amis téléspectateurs devant vous, eh bien une équipe du CSM, Steve, et qui, c'est vrai, nous a fait plaisir. Elle nous a fait plaisir, c'est-à-dire qu'en plus elle s'est mise quand même en difficulté au bout de 5 minutes, se retrouver à 11 contre 10 avec un fait de jeu, avec une expulsion d'Anatole. Donc oui. Évidemment, elle a redoublé un petit peu d'efforts, on va dire qu'elle s'est un petit peu... Elle a doublé de force pour pouvoir revenir et ça leur a donné encore plus de mental pour pouvoir approcher cette équipe. Et à la surprise, c'est eux qui ont ouvert le score. Et ils ont su amener ce soir jusqu'au bout. Et même un deuxième but. Donc on va les féliciter. Par contre, faire du petit canal à 11 contre 10 nous a quand même un petit peu déçus. Voilà. Oui, cette équipe nous a déçus parce qu'on espérait un petit peu mieux. Bien sûr, une équipe qui s'est renforcée, il faut le dire, cette saison, cette équipe canadienne. Eh bien, c'est vrai, elle ne nous a pas montré grand-chose. Gérard Andy avait, à mon avis, toutes les difficultés pour mettre en place son schéma de jeu, puisque manifestement, eh bien, on s'est rendu compte que les joueurs faisaient de n'importe quoi. Franchement, je n'irai pas jusque-là quand même, pas du n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est l'enjeu aussi de la finale pour certains qui a un petit peu bloqué les joueurs? Je ne sais pas. Nous, sur le terrain, moi j'ai vu la détermination de certains Mouliens qui était à Moira de la pelouse, donc j'ai pu voir. Hein. On pourra parler aussi surtout du joueur qui a été un des hommes du match. Vic Castillé, exactement. Qui a montré beaucoup de détermination, qui a été vraiment très présent et qui a montré un petit peu l'exemple au sien et a été efficace de plus. Donc c'est vrai que non, ils ont eu du mal à déployer, de profiter de justement d'être à 11 contre 10. Ils n'ont pas profité du tout. Ils n'ont pas essayé de créer le surnombre. Ils sont restés défensivement à 3 derrière. J'ai eu du mal un petit peu à comprendre pourquoi il n'y a pas eu cette révolte et absolument d'essayer de revenir au score. Alors c'est pourquoi je dis qu'il y a eu un petit peu du n'importe quoi, parce que connaissant Gérard Andy, au départ, c'est tellement qu'il a mis en place un schéma de jeu, un vrai schéma de jeu, et à un moment donné, on s'est rendu compte que certains joueurs, c'est vrai, ne respectaient pas les consignes prodiguées justement par Gérard Andy, et c'est frustrant pour un technicien de voir que, d'ailleurs il nous l'a dit, qu'il n'était pas très content de la prestation, il n'était pas content du tout de la prestation de ses joueurs, et ça on peut le comprendre. Cela dit, il y a de la qualité individuelle quand même du côté du phare du Ticana, le petit Alphonse. Oui. On voyait que c'était brouillon, c'était pas ensemble quoi. Oui. Donc il n'y avait pas de cohésion sur cette rencontre. Donc voilà, bon, c'est peut-être un match à oublier pour eux, peut-être quelque chose qui va les préparer pour le championnat et justement de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Ouais. Et dit qu'ils voulaient justement d'une deuxième couronne en ce qui concerne la Coupe de la Guadeloupe, puisqu'ils l'ont remportée en 97.
98 précisément, et que malheureusement, pour la première fois, et puis mais manifestement, disons qu'il n'était pas vraiment au rendez-vous de cette rencontre. Et puis le petit Valsi que l'on voit là aussi, ça c'est un bon élément, je crois que c'est quelqu'un qu'il faudra suivre tout au long de la saison parce qu'il a beaucoup de qualités. C'est un joueur qui est... et puis ce joueur aussi, comment il s'appelle encore Joseph. Non, je ne parle pas de Joseph, je parle qui était avec la Gauloise d'ailleurs. Ah, qui était avec la Gauloise. Que nous avons reçu sur le plateau de Canal 10. Il y a de cela, il y a de cela quelques temps. Son nom nous reviendra d'ici quelques instants, qui porte justement le numéro 3, que Julius aussi. Ah oui, Valerius, exactement. Valerius, oui, voilà. qui a donné quand même un petit peu de profondeur, mais il était vraiment trop esselé. Et c'est difficile de se retrouver, car défensivement, du côté de CSM, c'est bien rodé, c'est discipliné, voilà. Après, c'est ce qui a manqué, quoi, un petit peu. Oui. Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que le CSM, c'est une équipe, ma foi, au regard de sa prestation, qui est prête pour le championnat. Ah oui, qui est prête, de toute façon, on la connaît, chaque année, elle repart avec toujours les mêmes ambitions, avec des jeunes, en complément de ceux qu'ils ont, parce qu'ils se sont permis quand même de mettre N'Ji Gomez sur le banc, il y avait tous les anciens sur le banc, donc je pense que tout le monde... Bolmé qui fait son retour, par exemple. Exactement, donc ils ont quand même un effectif rodé, ils ont l'habitude de jouer ensemble, et ça se sent au niveau du jeu. Donc, victoire, on l'a dit, une 13e couronne pour cette équipe du CSM et qu'on aura l'occasion de voir tout au long de la saison. Prochaine rencontre justement du CSM, eh bien ce sera le week-end prochain, ce sera même pas le week-end, c'est-à-dire vendredi prochain contre l'AS Gosier, mais on reviendra d'ici quelques instants sur le championnat. Un autre volet que nous allons aborder, eh bien, il s'agit du CERFA. Alors le CERFA, c'est tout simplement le centre d'élite des régions françaises d'Amérique qui faisait sa rentrée hier matin au lycée de Bainbridge. Bilan et perspectives d'avenir ont été les maîtres mots au goût du jour. Les images, eh bien, sont signées Michel Lepape. C'est la rentrée du CERFA. Le CERFA, je rappelle, le centre d'élite des régions françaises d'Amérique. C'est où nous regroupons nos talentueux joueurs. Pour le moment, c'est Guadeloupe, Guyane et Martinique. Mais il faut savoir que dans l'avenir, il peut y avoir Saint-Martin, voire Saint-Pierre-et-Miquelon. L'objectif pour nous, c'est de permettre à nos jeunes les plus talentueux de pouvoir mener sereinement leur double projet, football et scolaire. Et bien entendu, comme l'a dit le représentant de l'inspectrice ce matin, M. l'inspecteur Kozema, aussi la dimension citoyenneté. Une structure qui s'est renforcée parce que nous avons recruté l'adjoint du directeur, donc il y aura maintenant 2 techniciens de haut niveau autour de ce CERFA. Et bien entendu, depuis l'année dernière, nous avons déjà la présence du kiné, la présence du médecin, et là nous avons renforcé avec, je dirais, la dimension yoga que le directeur a souhaité mettre dans cela. Et aussi toute l'organisation mise au niveau du lycée pour que les élèves soient dans les meilleures conditions possibles. Alors un salut particulier aux parents de Guyane et de Martinique qui sont présents et qui ont souhaité assurer l'ouverture de leurs enfants. Et c'est vrai que l'objectif pour nous, c'est de mettre tout en œuvre pour qu'ils repartent demain en Martinique et en Guyane, mais confiants que leurs enfants, leurs chouchous soient de bonnes mains. Alors c'est une formidable opportunité pour les meilleurs jeunes de cette catégorie, de Martinique, de Guyane et évidemment de Guadeloupe et peut-être même demain de Saint-Martin, puisque ces 4 ligues travaillent toujours en très forte cohésion pour améliorer tout ce qui concerne la formation des joueurs, la formation des cadres et également d'autres développements que nous essayons de faire avancer en commun. Donc je l'ai dit ce matin, c'est bien qu'après cette année expérimentale où on avait des jeunes Guadeloupéens et un jeune Guyanais, que 5 jeunes Martiniquais puissent intégrer cette structure qui a pour objectif, qui a même pour ambition, j'ai envie de dire, grâce aux efforts des différents partenaires, d'être un véritable centre de formation équivalent à un centre de formation de club professionnel. La région s'est investie dans le CERFA parce qu'elle a en charge bien sûr les lycées, la gestion des lycées, donc la formation des jeunes. Elle a aussi en charge le développement du sport en Guadeloupe. Donc à ce double niveau, elle se devait d'intervenir de manière très volontaire
bien sûr en offrant le cadre où les jeunes vont avoir à s'exprimer, c'est-à-dire le lycée de Bainbridge, qui, comme vous le savez, est en reconstruction. C'est des grands chantiers régionaux de la mandature et qui permettra notamment au lycée d'être équipé à un niveau très élevé au niveau des infrastructures sportives, terrain de football, gymnase, centre de détente, centre de soins et également un internat de très bon niveau. Toutes choses qui sont indispensables, je dirais c'est même la matière première pour le football, pour ce CERFA. Puisqu'il s'agit d'accueillir des jeunes de Guyane, de la Martinique et de Guadeloupe qui seront donc en internat et qui devront avoir donc une possibilité de s'exprimer dans des conditions optimales du point de vue sportif. Bien sûr, la dimension formation n'échappe pas à la région puisque le jeune, il s'agit de lui permettre d'atteindre le plus haut niveau dans le domaine du football, mais on ne mise pas que sur le football. Et ceux qui ne pourront pas avoir, je dirais, atteindre le niveau professionnel en football, il faut qu'ils soient disponibles pour la vie sociale et qu'ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle. Donc il faut qu'ils aient un bagage scolaire, intellectuel, leur permettant de s'insérer dans cette vie professionnelle de Guadeloupe et demain en Martinique et aussi en Guyane. Et enfin, même quand ils ne seront pas, je dirais, qu'ils n'ont pas atteint le haut niveau au football, c'est-à-dire au professionnel, ils seront quand même disponibles pour le football local, ce qui contribuera à l'élévation du niveau de notre football en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Donc, vous voyez que c'est quand même un projet qui est très cohérent et qui touche à plusieurs strates et à plusieurs niveaux de développement. C'est la rentrée, donc on attendait ça depuis un moment et donc c'est bon, là, les 38 jeunes sont là. Alors on a récupéré un collègue, Victor Brayen, qui va venir avec nous, là, qui est à plein temps, salarié avec nous. Et puis on a renforcé aussi l'équipe médicale pour permettre aux enfants d'être mieux accompagnés individuellement. L'objectif, c'est que les jeunes continuent de progresser, parce qu'il y a des paliers à franchir, et de les amener petit à petit à postuler, pour ceux qui sont en terminale, peut-être vers aller les USA ou le Canada à l'université, et puis pour les meilleurs d'entre eux, de rallier un centre de formation, ce que je leur souhaite, qui est possible pour les premières, deuxième et troisième années. Oui, on a 5 Guyanais cette année et 5 Martiniquais, donc le recrutement est maintenant complètement caribéen. On aurait pu avoir un Saint-Martinois, mais il n'y a pas eu le choix sportif sur ce garçon-là. Donc la structure monte en puissance et puis pour rappel, le centre élite des régions françaises d'Amérique concerne aussi Saint-Pierre-à-Miquelon, même si là aussi il n'y avait pas de candidat possible. Oui, alors évidemment, le CERFA qui monte en puissance, il vient de le dire, Frédéric Bodino. Alors Steve, quel est votre regard par rapport à ce centre? Moi j'ai toujours été positif. Après, pour moi, il faut, comme on en a dit plus souvent, il faut laisser un petit peu le temps au temps. Le temps de voir un petit peu que ça se mette en place. Alors, il y aura sûrement des contraintes athlétiques peut-être au départ, mais au fur et à mesure, je pense que c'est le but de les faire évoluer à un niveau supérieur pour qu'ils soient dans le dur aussi et qu'ils puissent apprendre rapidement. Après, on est tous pour individuellement, pour les jeunes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui se sont un petit peu opposés ou involontairement par rapport à la situation parce qu'ils perdaient des joueurs. Mais après, je pense qu'il faut voir l'aspect personnel et individuel de chaque joueur qui va lui permettre d'évoluer dans la meilleure de son potentiel et surtout d'avoir une masse de travail constante et qui va lui permettre aux jeunes de progresser et de jouer au plus haut niveau, quoi. Donc, si une opportunité se présente, comme il a dit, parler surtout des États-Unis aussi, de la métropole, s'il y a d'autres opportunités. Et puis, voilà, bon, pour moi, je reste positif et je suis impatient de voir justement les confrontations avec cette équipe de la CERFA. Oui, parce qu'il y a beaucoup de perspectives. Vous le disiez, Steve, la métropole ou encore, pourquoi pas les États-Unis, entre autres, et voire même le Canada. Exactement. Enfin, on aura l'occasion de voir. En tout cas, pour la première journée, ils seront exempts, puisque ils font partie du groupe B déjà, mais ils seront exempts, donc ils ne seront pas présents ce week-end. Je parle de ces jeunes du CERFA. Alors, Julien Colombo, c'est vrai que vous faites partie de l'académie du PSG. Est-ce que vous êtes favorable au CERFA ou pas? Ah oui, à 100%. De toute façon, je pense que si on va dans l'intérêt des jeunes, il faut absolument pouvoir leur mettre des structures comme ça en place. Oui. Vous y croyez? Oui, j'y crois et je pense que avec des entraîneurs, je pense, très compétents, ils ont pris. Donc il n'y a pas de raison. Les gamins vont progresser.
Et le but, c'est qu'ils aillent plus loin. Je rappelle que vous avez été footballeur professionnel. Hein. C'est ça. Et si, avant que vous partiez, avant que vous quittiez la Guadeloupe, si vous saviez, par exemple, que ça existait, bon, ça n'existait pas encore, mais enfin, bon, s'il fallait refaire, vous auriez souhaité passer par ce centre. Oui et non, parce que bon, comme je suis parti à 13 ans, ouais, ben donc ça, oui. bon, pour un moment, j'aurais changé ça. Ouais. Mais après, si j'étais en Guadeloupe, ah oui, là, je signe de suite pour avoir la chance d'intégrer un centre comme ça. D'accord. Ludovic Tessier, le CFA, pour vous, c'est quoi? Donc moi j'ai la chance de connaître très bien Monsieur Boudinot. Oui. Et je trouve Bah que oui. c'est... La Loire-Atlantique, par exemple. C'était mon tuteur donc, dans les Pays de la Loire. Oui. Et donc c'est une grande chance pour les jeunes de pouvoir avoir des éducateurs de cette qualité. Et puis là de pouvoir jouer au plus haut niveau, ça va leur permettre d'avoir une progression qui peut les emmener que vers le top niveau. Oui. Donc c'est une très bonne chose et on a hâte de voir, il faut être patient. Ouais. Parce que c'est vrai que la progression d'un jeune footballeur, c'est la patience aussi. Et ce qui est bien, c'est que ce centre va regrouper tous les jeunes de la Caraïbe. Ah, Quand oui. je dis de la Caraïbe, bon, ben, Saint-Martin, la Guyane, la Martinique, c'est déjà quand même pas mal. Ouais, non, c'est une belle opportunité pour nos jeunes et puis de toute façon, c'est très très bien pour eux d'être dans la contrainte aussi de l'éloignement des parents, d'un petit peu se sortir d'un contexte qu'on pouvait reprocher auparavant aux jeunes et de pouvoir retrouver éventuellement le week-end ou un week-end sur deux, de déjà s'habituer aussi à couper le lien un peu avec les parents parce que c'est souvent la difficulté qu'on rencontre sur les Guadeloupéens qui partent même dans les centres de formation qui rapidement l'éloignement est pesant parce qu'évidemment on ne peut pas retourner le week-end pour voir les parents et là ça leur permet déjà de s'aguerrir de ça, de commencer à évoluer et puis de rentrer dans le monde du travail parce qu'involontairement c'est dans le travail, même si vous voulez faire footballeur ou quelque chose, à un moment c'est le travail qui paye, donc c'est à eux de travailler pour qu'ils puissent progresser au maximum. Oui, et puis ils seront en interne, hein, il faut quand même le préciser. Oui, exactement. Voilà, donc c'est donc... quand même un confort, mais le week-end, mis à part pour les Martiniquais ou Guadeloupéens, mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a des gens qui peuvent régulièrement monter, donc ça permet d'avoir ce lien. Alors, transition toute trouvée, justement, vous parlez de l'académie du PSG. Alors, Julio Colombo, 1 an d'existence déjà dans le département. Il est maintenant l'heure de faire le bilan de cette année, d'exercice. Bon, on va dire que c'est un bilan assez mitigé parce qu'il y avait de belles choses qui s'annonçaient. Oui. Et donc, à cause du Covid, bon, je pense que ça a un peu tout tué, un peu, mais je ne pense pas qu'on soit je pense pas qu'on soit les seuls dans ce cas. Je pense que un peu partout, hein, je pense même le Krebs, tous les gamins qui sont deuxième année, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau à cause de ça. Ouais. Et donc c'est vraiment dommage quand on sait que le foot, des fois le train il passe pas. Ouais, exactement. C'est pas pour tout le monde qui va passer plusieurs fois, donc c'est dommage pour les gamins. Et donc, dans l'idée, on avait des gamins qui devaient partir à Guingamp à l'essai, et donc, ça, c'est ce qui est dommage, mais bon, après, on fait avec. Pardonnez-moi, quand vous dites qu'ils devaient partir à Guingamp pour faire des essais, c'est ça? Oui, en fait, nous, le but de l'académie, c'est vraiment déjà former des hommes, mais c'est donner du travail. Bon, on va pas être prétentieux, mais on va dire, bon, comme là, le CFA s'est monté, qu'on le veuille ou pas, en prenant partout, ils sont limités en nombre. Et nous, c'est permettre aux autres d'avoir toujours un travail de qualité et aussi de leur donner des opportunités. Parce qu'on est... Un suivi, un accompagnement et un espoir toujours, qui lui permet de travailler aussi. Voilà, donc ça veut dire, alors, pour être clair et pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, vous acceptez des jeunes de quel âge déjà? Nous, en fait, on commence des petits, des bébés, et on pousse jusqu'à 18 ans, parce que bon, faut savoir qu'on a validé, et on doit signer bientôt, mais à cause du Covid, un partenariat avec le FC Miami, c'est équivalent de la Ligue 2 aux États-Unis. Et quand dit ce partenariat? Ce partenariat, c'est dans l'idée, c'est qu'ils envoient des recruteurs détecter des gamins aux Antilles.
Et les meilleurs, eh ben, s'ils envoient, ils les prennent. Et en fait, eux, ils participent à un championnat sur 4 mois, c'est de mai à septembre. Et à l'issue de ça, ce championnat, en fait, ça sert vraiment on va dire De filtre pour de filtre pour la MLS, en fait. La MLS D'accord. vient beaucoup chercher là. Et donc, chaque année, ils ont 4-5 gamins qui signent dans la MLS, il y en a un ou deux qui signent en Europe, parce qu'ils vont déjà recruter en France. Donc, chaque année, ils font leur équipe, en fait, pour participer à ce championnat. Et donc voilà, c'est des opportunités comme ça qu'on veut donner aux gamins. Là, après, nous, on est là pour travailler pour les gamins. Bon, même c'est pas un gamin qui était dans l'académie, mais là, il avait fait la sélection. Il avait fait les trucs d'entraîneur avec quand on avait démarré. Oui. C'est le petit Gédéon Benoît. Et là, bon, je suis très content. Là, demain, il part à Sablé, en National 3. C'est parce qu'il était parti à l'essai, ça s'est super bien passé. Là, il repart, donc très bien. Bon, après, là, ça va être à lui de jouer. Alors, Déjà, il évolue, on lui donne travail, il y a la maison, il y a son appartement qui l'attend. Donc déjà, il évolue, c'est bien. Et donc là, ça va être à lui de... alors je reviens justement sur ce partenariat avec Miami, car c'est très important ce que vous disiez tout à l'heure. Il était même question, c'est bien ce que vous avez dit, il était même question qu'ils partent, les meilleurs, qu'ils partent dans un stage de mai à septembre. On est bien d'accord? Non, c'est pas... En fait, eux, après, ils viennent sur place. Ils viennent sur place. Ils viennent sur place, ils repèrent les meilleurs. Ils viennent prendre les meilleurs. Oui. Bon, après, il faut savoir que ce partenariat, on l'a fait, c'est vraiment pour les gamins de 18 à 21 ans. Donc, on l'a fait... Et non, mais moi je pose la question parce que, justement, c'est une période scolaire. Ouais. Et que les gamins, à ce moment-là, sont bon, mais c'est pour les gamins de 18 à 21 ans. Oui. Mais je n'ai pas précisé que c'est vraiment, on l'a fait aussi, comme on a signé des partenariats avec des clubs, on a des clubs partenaires comme Juvenis, la J Saint-Félix, Saint-François, le FC Saint-François, la C Saint-Robert et le nouveau club à Pointe-Noire, le Granit FC. On l'a fait aussi pour permettre aux jeunes de nos clubs partenaires de pouvoir avoir cette opportunité. Donc dans l'idée, c'est nos clubs partenaires, les meilleurs jeunes de 18 à 21 ans, on va leur donner cette possibilité d'être, de passer un test, comme on dit, avec les recruteurs du FC Miami. Et s'il y en a qui leur plaisent, pourquoi pas. D'accord. Alors, Ludovic Testier, vous êtes le responsable sportif du PSG Academy. Vous êtes arrivé, ça fait quoi en gros, un mois et demi? Ça fait un mois et demi, c'est ça. Un mois et demi. Mi-juillet. Alors que votre présence justement dans cette académie ici? Alors l'objectif, donc moi déjà je suis très fier d'arriver en Guadeloupe et donc dans l'académie Paris Saint-Germain. Ouais. Donc l'objectif c'est d'apporter un maximum de rigueur dans le travail avec l'ensemble des éducateurs. Donc c'est de la rigueur déjà qui commence en dehors du terrain avec des règles claires pour former, comme on a dit, des hommes. Ensuite c'est de la rigueur au niveau technique. On sait que le football c'est beaucoup de technique, donc il y aura beaucoup de travail au niveau technique, beaucoup de travail tactique vu qu'on veut des joueurs intelligents, donc avec des choix de jeu, avec des exercices contextualisés, de la prise d'information et de la rigueur aussi athlétique. Vu qu'on sait que tout ça fait un bon footballeur et on va essayer de former d'excellents footballeurs pour leur donner le maximum d'opportunités, comme on l'a dit, pour des clubs professionnels, pour des clubs aux États-Unis, pourquoi pas aussi pour les clubs de R1 en Guadeloupe, si certains ne peuvent pas prétendre à haut niveau. Vous avez été responsable de centre de formation dans la Sarthe, Sablé en Sarthe précisément, donc le niveau 3. C'est ça, National 3. National 3. Alors, cette responsabilité que vous aviez résidait en quoi? Alors, j'étais responsable de toute la formation. J'étais entraîneur des U18, entraîneur aussi des seniors, l'équipe réserve, pour pouvoir les préparer à la N3. Donc, l'objectif était d'emmener le maximum de joueurs vers notre équipe Fagnon, l'équipe N3. Donc, on a 7 jeunes qui sont dans cette équipe N3. Et on a aussi de nombreux jeunes qui sont partis dans des centres de formation, qui sont Le Mans, Laval, le SCO d'Angers ou le FC Nantes. Donc on en a au moins 6 qui sont partis en juin dernier. Donc c'était l'objectif de les emmener aussi vers le haut niveau. Quoi de choses intéressantes, un Steve, que nous apprenons ce soir avec le PSG Academy, mais nous avons des impératifs puisque nous devons observer quelques publicités et puis on revient directement sur le plateau avec vous, messieurs. À tout de suite.
On revient au plateau avec les invités. Merci messieurs. On revient au plateau avec les invités. Eh bien, justement, nous étions avec Ludovic Testier, qui est responsable sportif de PSG à Académie. Alors, 1 mois et demi, on disait que vous êtes en Guadeloupe, évidemment. Tout à fait. Quand vous êtes arrivé, que vous avez vu les gamins, quelle a été votre impression au premier abord? Alors, mon impression, j'ai été très content de les rencontrer parce que tout d'abord, ils sont très polis. Ils sont tout de suite venus vers moi. Et c'est un critère important. Et c'est très important, très important. Et donc ensuite, on a pu faire les entraînements. Ils ont été réceptifs tout de suite, très dynamiques, à l'écoute des consignes. Et on a pu travailler, se mettre en rythme très vite. Alors, je rappelle que vous êtes sur le site de Baïf, hein, vous. Tout à fait, je suis responsable du site de Baïf. D'abord, question de Sylvain. Oui, enfin, donc, mais pour l'instant, là, vous avez travaillé un petit peu sur l'ensemble des sites pour un peu déjà emprunter un peu, je pense, à Sainte-Rose. Oui. Après, vous êtes allé aussi au Gosier. à Gosier, Saint-François. On a fait des portes ouvertes. Donc, on a fait un stage d'une semaine à Sainte-Rose et on a fait des portes ouvertes au Gosier et à Saint-François samedi dernier. Et on a une porte ouverte à Pointe-Noire. Et quelles sont les caractéristiques spéciales que vous avez vues sur le football guadeloupéen, qui sont spécifiques quand même, donc par rapport à peut-être l'aspect athlétique ou technique et les différences que vous avez vues par rapport à un certain âge, à un certain niveau, par rapport à la métropole? Donc par rapport à la métropole, athlétiquement, donc il y en a des joueurs très rapides. Ouais. Et la différence, c'est qu'ils ont vraiment envie de réussir. On sent qu'ils vont se donner à 200% pour pouvoir mettre toutes les chances de leur côté, vu que les terrains sont un peu plus compliqués en Guadeloupe qu'en métropole. Donc techniquement, il faut 10 fois plus de concentration. Et puis, mais ils ont vraiment envie de réussir. Et justement, par rapport aux infrastructures, est-ce que c'est pas beaucoup plus difficile de travailler, de mettre en place certains ateliers ou au niveau tactique aussi, pour déployer, pour essayer de faire, je ne sais pas, pour l'instant peut-être au niveau des jeunes, ça se voit un peu moins, mais arriver à un certain niveau, peut-être au niveau U15, U16 ou quelque chose, pour travailler les changements d'aile, les centres, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que tactiquement, c'est pas évident. Je pense que c'est des difficultés qu'on rencontre par métropole. Donc, tout à fait. Après, même au plus bas niveau, quoi. Après, quand on est coach et les joueurs, pareil, doivent s'adapter. Et on fait avec ce qu'on a. On a de la chance à Baïf d'avoir, nous, de bons terrains de pouvoir travailler. Donc, c'est plutôt une chance. Mais comme on a dit, après, ça leur permet de travailler d'autres facultés. Et le fait d'avoir un mauvais terrain fait qu'on doit être plus concentré sur ce qu'on a à faire. Et peut-être qu'on met plus d'application dans nos tâches que lorsqu'on joue sur un synthé où il n'y a pas de rebond, le ballon va arriver correctement. Et est-ce que autrement, en dehors des entraînements d'académie, est-ce que de temps en temps, il y aura peut-être une petite sélection qui permettra de jouer contre certains clubs, ou de temps en temps ou pas? Non, c'est pas prévu ça par rapport à ou des sélections ou Oui, en fait, on a des partenariats avec des clubs, donc automatiquement il y aura des oppositions entre clubs. Mais après, bon, nous, ces partenariats-là aussi, c'est qu'on ne veut pas se substituer à la Ligue. D'accord. Donc, surtout qu'ils appartiennent en général à des clubs. C'est un complément en plus de... Ok, oui, non, c'est normal. Alors justement, vous parliez de la Ligue. Vos rapports sont assez convenables? Je sais pas, nous on n'a rien contre, nous, on a rien contre la Ligue, je sais pas, après il faudrait leur demander, nous on n'a rien. Non, rien de spécial. Ouais, d'accord. Alors, Julio Colombo, on parlait tout à l'heure de bilan, vous disiez que vous étiez mitigé. Oui, c'était mitigé, puisqu'en fait, avec le Covid, vous n'avez pas pu mettre en place votre plan. En gros, c'est ça. Mais en ce qui concerne le nombre d'inscriptions, est-ce que c'est favorable pour vous? Oui, non, c'était très bien. Après, mitigé parce que, bon, nous, notre objectif quand même, c'est d'amener aux enfants. Et quand on travaille presque une année avec des gamins, il y a des affinités qui se mettent en place. Des objectifs aussi. Et on a envie de voir ces gamins ne serait-ce avoir leur chance, parce qu'on ne peut pas leur garantir la réussite. C'est sûr qu'on aimerait tous les voir réussir, mais on a envie quand même d'avoir, au moins ils aient une opportunité. Et là, avec le Covid,
ça a freiné tout ça, donc ça nous embête de ce côté-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui revient le plus souvent en termes de discussion, surtout quand vous entretenez avec les parents? Ouais, l'attente des parents, quoi, c'est ça. Après, il y a différents parents. Il y a des parents qu'on sent qu'il y a une forte attente. Il y a des parents qui je pense, même s'ils ont une forte attente, qui gèrent mieux la chose et donc qui savent que ça sert à rien, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut laisser les choses se faire. C'est doit se faire. Oui, et puis certainement, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des parents qui vous disent, oui, j'aimerais que mon fils soit un petit Mbappé ou alors un petit Neymar, par exemple. Non, c'est humain. Hein, c'est humain. Je pense que quand ils inscrivent leur enfant, ils ont ce rêve. Mais après, nous, on n'est pas des vendeurs de rêves. Oui, c'est donc ça. On leur dit bien que nous, l'enfant, il sera au niveau. Ce qu'on peut garantir, c'est qu'on va le pousser au maximum de son potentiel. Mais après, s'il n'a pas le potentiel d'être un Mbappé, on ne pourra jamais le faire être un Mbappé. Bon. Mais par contre, on peut lui donner le mental de Mbappé. D'accord. Alors le pousser au maximum, parce que c'est très important ce que vous dites. Le pousser au maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune, par exemple, qui a du potentiel, énormément de qualité, vous êtes prêt à faire quoi pour lui, pour ce jeune? Non, mais nous, en termes d'accompagnement, bien entendu. En termes d'accompagnement, l'accompagner, lui donner déjà le travail qu'il faut pour progresser, pour quand il arrive lors d'un essai ou si on a un club qui vient voir les gamins, qui puisse répondre présent et qui puisse saisir sa chance. Oui. Voilà, oui, mais est-ce que vous avez la possibilité? Mais nous, on a la possibilité. L'année dernière, on a fait venir en avant Guingamp, et c'est l'année où ils sont venus. Donc voilà, nous, on a la possibilité d'envoyer les gamins. Après, ça peut être. Il y a Paris aussi, il ne faut pas oublier Paris. Paris est là. Si on a un Mbappé, Paris, ils diront pas non. Après, mais si il y a un André qui joue à Lille, ben, il ne sera peut-être pas à Paris, mais il pourra finir à Lille ou à Lyon. Voilà le but. Et comme il dit, on peut aussi faire de très bons joueurs pour les clubs de R1 aussi. Je prends le cas du jeune Danois, par exemple. Il y a un jeune Danois, de Master. Il y a un jeune qui est avec vous, je crois, un jeune Guadeloupéen qui est avec Sarthe. Non, il est à Auxerre, lui. Il est à Auxerre. Danois est avec Auxerre. Ouais. Mais vous l'avez connu aussi, ce petit jeune. Il n'est pas passé par l'académie, lui. Non, il n'est pas passé par l'académie. C'est un très bon jeune. En fait, c'est ce déclic. Bon, moi, qui l'ai connu un peu, il est parti à l'essai à Auxerre et quand il est revenu, il a eu un déclic, en fait. Comme une libération. Et c'est là vraiment qu'on a vu, je pense, tout son potentiel avant qu'il parte. Et en fait, le foot, c'est très mental, en fait. C'est vraiment... Des fois, il suffit de rien pour qu'un enfant, du bon ou du mauvais, il suffit de rien pour que l'enfant puisse avoir ce déclic. Alors, très rapidement, on va terminer. Vous disiez que vous êtes sur 4 sites et dans très peu de temps, il y aura un 5e. Alors, on sera sur 5 sites. Les 4 existants, c'est quoi? On sera sur 5 sites dès septembre. Dès le 21 septembre, on démarre là. Et donc, on sera à Sainte-Rose, en partenariat avec le club de Juvenis. On sera sur Pointe-Noire, en partenariat avec le Granit Football Club. On sera sur Saint-François, en partenariat avec le FC Saint-François. Sur Gauzier, avec l'AJ Saint-Félix. Et on sera aussi sur Baïf, en partenariat avec la CCR. Et Saint-Martin, c'est pas prévu? Bien sûr, on a prévu d'ouvrir en octobre à Saint-Martin et en Guyane. On aura le plaisir de revenir justement avec vous, Julio Colombo, pour parler encore de l'académie du PSG. Le tour des clubs, ce soir, eh bien, nous prenons la direction de Monalo, l'étoile précisément, qui a marqué de son empreinte eh bien, le football guadeloupéen. Retour sur ce légendaire 72 ans d'histoire, émaillé de nostalgie. Les images sont signées Daniel Eraville. L'étoile de Monalo, une vraie encyclopédie. 9 titres de champion de la Guadeloupe, vainqueur de la Coupe de France Jeune Guadeloupe à 11 reprises de 1966 à 2012 et 6 fois la Coupe de la Guadeloupe.
L'histoire de ce club mythique remonte à 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Le bourg, complètement désert, aucune manifestation sportive et culturelle. Alors, il faut se rendre à Blanchet, lieu prisé pour les luttes sociales, politiques et son usine. Arrive enfin l'homme providentiel, Georges Landau. Un bureau est constitué au nom de l'Étoile le 20 décembre 1946. 20 ans plus tard, l'équipe joue dans l'élite du football guadeloupéen. Jeune promue, la même année, elle remporte la Coupe de France Zone Guadeloupe contre le Sirocco et termine deuxième le championnat derrière la Juventus de Sainte-Anne. Arrive enfin l'année de la gloire pour l'Étoile, 1980, sous la houlette d'un jeune président, Lubin Ogoli. Avec son charisme, il a su amener le club au plus haut niveau. Parler de l'Étoile, c'est de l'émotion. L'Étoile a marqué la Guadeloupe et même la Caraïbe, je dirais, d'une tâche indélébile. Bon, maintenant, je comprends que le public mondial soit nostalgique, mais on ne peut pas rester éternellement toute une vie au haut du tableau. Et l'Étoile aussi est victime de ce que nous appelons une récession économique, dans la mesure où le développement de la Guadeloupe, de la manière que le développement se fait, ne favorise pas des clubs comme Maunalo, Petit Canal pour Lyon Bertrand. Et votre présence, c'est vrai, elle est très significative. Une équipe de l'Étoile qui s'entraîne et vous êtes là. Oui, parce que si vous voulez, moi, je suis à l'Étoile, ça fait déjà quand même 60 ans que je suis à l'Étoile. Nous avons eu un projet sportif qui a permis d'avoir ce complexe sportif. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pendant, je dirais, un quart de siècle pour y arriver. L'essentiel maintenant, c'est de maintenir ce complexe en l'état et de continuer la formation. Et nous espérons qu'un jour, l'Étoile pourra revenir au haut niveau. C'est le cas du Sinois, de la Gauloise à Bastère ou du Racing Club. Merci beaucoup, Lubin Ogoli. Merci. Ouais. Alors, Président, l'Étoile, on le sait, c'est une véritable institution. Alors j'imagine que votre présence elle est très significative au sein de ce club. En effet, l'Étoile, comme on le dit, dans le football guadeloupéen, c'est vraiment une grande institution. Ma présence, effectivement, c'est pour donner un peu de punch, un peu d'allure à cette étoile-là. Une étoile quand même qui existe avec plus de 11 titres. Donc ce n'est rien dans le football guadeloupéen. Donc moi, c'est donner un élan, quelque chose de positif. Me tourner d'ailleurs vers les joueurs. Je ne suis pas technicien, le technicien fait son travail, mais pour que l'administratif puisse avoir aussi son œil, un œil veiller au grain, on peut dire. Donc c'est pour cela que j'ai accepté, je dirais, j'ai accepté cette présidence que je mène quand même, je dirais, de mes 2 mètres avec mon équipe. Une étoile qui va briller selon vous cette saison? Une étoile qui va briller. Mais moi, je préfère employer cette expression-là, une étoile qui reprendra de la couleur. Puisque l'étoile, ce n'est pas sa place, je dirais. Ce n'est pas sa place. Un rouge qui sera plus vif? Un rouge qui sera plus vif et qui se fera voir, comme d'habitude, à l'extérieur. Et surtout, dans le monde du football guadeloupéen, voire antillais, voire caraïbéen. Merci beaucoup, Président. Merci. Ah ben, c'est moi qui vous remercie de faire ce déplacement, de venir nous voir à Richeval, de venir nous voir sur notre site où on travaille, où les jeunes sont à l'œuvre, sont en train de travailler. Et j'espère que ça donnera encore un petit peu d'allant à cette étoile-là. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mario Adélaïde, en pleine séance de travail, l'idée c'est quoi? L'idée c'est on est là pour préparer le match du week-end prochain parce que l'autre week-end on joue contre l'USGB à Marie-Galante et là on est prêt, c'est la dernière semaine avant de terminer cette semaine et puis là on refera les gammes aujourd'hui et puis la semaine du lundi ce sera la préparation du match. Ton nom et prénom? Languedoc Slay. Oui, alors 3 ans que tu es avec l'Étoile, comment tu te sens? Je me sens bien quand je suis arrivé dans le club. Enfin, je me sens bien quand je suis arrivé dans le club. C'est vrai que c'était pas facile tout de suite parce qu'il a fallu faire ses preuves. J'ai dû m'entraîner
pour pouvoir être titulaire et tout. Donc du coup, maintenant ça va mieux. Hein. En vrai, maintenant ça va mieux. Et en vrai, je pourrais dire que comment ça va dans le club, ben, ça se passe bien depuis ces 3 ans. Alors, Elie Mathis, tu es gardien justement au sein de l'Étoile. Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, c'est là que j'ai appris à jouer au football dès l'âge de 4 ans. Pour moi, c'est un honneur d'être avec Ligon. Et ben, j'espère un jour être parmi ceux qui marquent l'histoire du club. Et puis, ça fait combien de temps que tu es avec le club? Ben, je suis là depuis l'âge de 5 ans. Et ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne avec les seniors. Et ben, j'apprends avec mon coach. Oui, Laurence. Ben, ça y est, tu remis ça? Ben oui, c'est encore une année de plus. Je suis en quelque sorte obligé, parce que le club ne joue pas dans l'élite. Il faut mettre les choses dans l'ordre, quoi. Donc j'étais obligé d'être ici. Tu sens que tu as une bonne équipe autour de toi? Ben, contrairement aux années où c'était pas vraiment le top, on sent que cette année on a du sang neuf, on a du nouveau. On a un petit peu plus de sens de ce qu'on fait, un peu plus de cohérence aussi. Et c'est ce qui nous manquait sur ces dernières années. Donc je pense que ça va porter ses fruits cette année. Alors, possibilité justement d'accéder dans les luttes du football guadeloupéen? C'est faisable, tout en restant concentré, en respectant les consignes, les consignes du football, en s'entraînant convenablement, en étant sérieux. Je crois que l'Étoile retrouvera son rouge vif. Merci beaucoup. Depuis tout petit, nous levons qu'à manger ma tétée. Depuis tout petit, nous j'ai mangé. Bonsoir, Bisto Kézilane, joueur de l'Étoile de Monalo. Alors, joueur de l'Étoile de Monalo, bon ben, on a presque envie de savoir ce qui fait que tu fais partie d'ailleurs de ce club. Ben, tout d'abord, ben, ce club me tient à cœur et je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans et depuis je suis à l'Étoile en fait. Tu as quel âge? 18 ans. Ça fait en gros 3 ans que tu es avec le club? Oui. Qu'est-ce que ça te procure justement cette équipe de l'Étoile? Ben, l'Étoile c'est une équipe, on va dire, première de la Guadeloupe. Donc c'est une équipe qui doit rejoindre l'élite en fait. Donc on fait tout pour. Moïse Castries, c'est vrai que quand on voit évoluer cette équipe de l'Étoile, on sent qu'il y a du travail. C'est quoi l'objectif pour vous? Et l'objectif de toute façon de toute équipe de RE2, c'est d'accéder à la régionale 1. Donc l'Étoile ne déroge pas à la règle. Surtout que ça fait quand même déjà 2 ans que l'Étoile joue en RE2. Donc c'est normal que l'objectif soit de remonter le plus rapidement possible. Donc on va mettre les ingrédients pour ça. On va essayer sachant qu'il y a quand même pas mal de clubs qui sont dans cette poule RE2 et qui ont envie de monter aussi comme tout le monde. Oui, totalement. Donc nous on est là, on va travailler, on va mettre ce qu'il faut pour essayer d'être à l'arrivée en mai prochain, être parmi les premiers. Il y a de bonnes graines selon vous au sein du groupe? Oui, ça va. C'est les garanties que je voulais quand je suis revenu à l'Étoile, c'est d'avoir quand même les garanties sportives. Et on me les a données avec tous les anciens qui sont restés, les cadres, je dirais, qui sont là, et puis pas mal de jeunes de la formation de l'Étoile qui aujourd'hui me donnent entière satisfaction dans l'engagement, dans l'implication. Donc il y a de quoi voir venir. Alors, ce qu'il faudrait éviter, c'est l'effet yo-yo. Oui, bon, après, ça dépend pas de moi. Hein. Je veux dire, si on essaie de remonter en R1, après, tout dépendra du projet du club, ce que veut le club de l'Étoile. Moi, je suis un entraîneur, comme je l'ai dit si bien, je suis un entraîneur guadeloupéen, donc je peux être aujourd'hui à l'Étoile, demain ailleurs, on sait jamais. Tout dépend de comment ça se passe, mais le projet, c'est le club, le projet, c'est l'Étoile. Je pense que l'Étoile, c'est quand même une institution en Guadeloupe. On connaît cette formation, c'est l'héritage qu'a laissé les Noyons, les Monestiers et j'en passe. Phaéton, toute la bande, la Lutti qui ont laissé un héritage. Maintenant, c'est aux jeunes. Également.
Eh ben oui, j'y ai participé également, mais bon, je dis, j'ai participé quand même 5 ans à cette aventure avec l'Étoile et j'en suis très fier d'avoir fait partie de cette équipe. Maintenant, je suis l'entraîneur et puis c'est avec beaucoup de motivation, de détermination que j'ai envie de réussir à nouveau avec l'Étoile. Comme je disais, après l'avenir dépend du club, l'avenir dépend du projet, de ce qu'on va mettre en place. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci. Depuis tout petit, nous levons qu'à manger ma tétée. Depuis tout petit, nous jamais mangé. Oui, bravo en tout cas à cette équipe de l'Étoile. Mais je voudrais avant tout remercier certaines personnes qui m'ont permis justement à réaliser disons ce reportage. D'abord Madame Pierre Virginius, qui va sûrement se reconnaître, Guy Nouvier, Franck Garin, ou encore Antoine Noyon, et bien toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation en quelque sorte de ce reportage. Merci pour certaines images que vous nous avez fournies, et bien qui ont été d'une grande utilité pour nous. Merci encore. En tout cas, on aura l'occasion de retrouver cette équipe de l'Étoile, hein, Steve. Oui, sûrement. Hein, pendant le championnat aussi, on a fait régulièrement aussi des matchs de R2, donc ça sera pour nous l'opportunité d'aller voir aussi d'autres clubs aussi qui participent au championnat et de mettre en avant. Alors le championnat justement qui reprend ses lois, ça va être la première journée, CSM ASG, et bien ce sera vendredi soir au stade à 20h30 au Moule. Le lendemain 15h30 Juventus, stade de la Mantinois, l'Arsenal Club Sport toujours à 15h30, amical de Marie-Galante contre la solidarité scolaire, et puis Exan la Gauloise. Ça c'est pour la poule A. Et dans la poule B, l'USR qui va rencontrer la Jeunesse Évolution, ce sera le samedi après-midi, ça va se passer à Sainte-Rose. JSVH Dynamo, c'est à 20h, ce sera à Vieux Habitants. L'USBM Phare, ce sera à 20h également, et cette rencontre va se dérouler au stade de Bémaro. Dimanche après-midi, 15h30, Racine, Restart, Exan, le CERFA, qui ne sera pas du voyage au cours de ces premières journées estives. Ah, exactement, donc ils auront le temps aussi d'aller observer sûrement les équipes ou leur prochaine équipe au championnat. Voilà, donc ça lance, le championnat est lancé, on va dire. Maintenant, on s'attend, c'est un petit peu dommage qu'il y ait toujours un exemple, mais bon, ça, on va s'adapter tout au long de ce championnat de première poule, quoi. Voilà, et puis vraiment un grand qui nous a quittés, que vous avez peut-être connu, Julio Colombo. Eh bien, c'est Eric Sillery. Eh bien, Eric Sillery, qui nous a quittés à l'âge de 77 ans. C'est un ancien sélectionneur de la Guadeloupe. Il a été gardien de but également, notamment au niveau de la Juventa, l'USBM et de la solidarité scolaire. Il a été professeur de PS, ça il ne faut sûr. Mais vous l'avez connu, hein, Steve? Oui, j'ai connu entraîneur. Hein. J'étais en train de chercher quelle équipe aussi. Ouais. Quand je jouais, mais. Il a entraîné la solidarité scolaire et la Restart également. Et la Restart, oui. Donc c'est peut-être là que j'ai. Ah oui, c'était une personne rigoureuse et qui était respectée au milieu du football. Et voilà, c'est encore dommage qu'on perde des personnes qui ont été très importantes dans notre championnat. Donc voilà, c'est un hommage qu'on peut lui rendre. C'est normal tout ce qu'il a donné au niveau du football. Et je souhaitais condoléances aux parents. Voilà, condoléances à toute sa famille. Et bien voilà, c'est sur ces mots quelque peu douloureux, j'ai envie de dire, que nous quittons cette émission en vous remerciant. Julio Colombo, le mot de la fin très rapidement. Non, mais merci de nous avoir reçus et à une prochaine fois. Voilà, parfait. Ludovic. Voilà, je vais finir par trouver son nom. Alors, Ludovic Testier. Merci pour votre accueil et puis on salue l'ensemble des éducateurs de la PSG Academy puis tous les petits de l'académie qu'on attend à la rentrée. Et on viendra vous voir à l'œuvre, ça c'est sûr. Merci. Ouais, on viendra avec plaisir et on les invite aussi à venir voir des rencontres de R1 ou de R2 pour pouvoir voir un petit peu notre football, et on invite tous les téléspectateurs aussi à regarder de temps en temps aussi justement sur le Facebook de C'est le Foot. Exactement. Pour pouvoir aussi regarder, comme actuellement là on a mis un peu la rencontre aussi en boucle de la finale du CSM et du CSM contre l'équipe du Phare. Donc je les invite tout le monde à regarder et de nous suivre régulièrement et toutes les semaines pour voir un petit peu l'évolution de notre football. C'est clair, précis. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir.
performance aussi. Donc,